بكم معنا في حلقه جديده من لي برو دايز ديال لو اف بي تي، المعهد ديال التكوين المهني اللي من خلال هذا الموعد كل صباح وكل عشيه كنحاولوا نقربكم من القطاعات العده اللي كتقترح عليكم المعاهد ديال التكوين المهني باش تولجوا لعالم الشغل. شنو هما القطاعات اللي كاينين، كيفاش تقدروا تدخلوا ليهم، واش فيهم شي حوايج اللي عاجبينكم وبغيتوا تعرفوا شنو هما المؤهلات والكفاءات اللي خاصكم باش تدخلوا ليها. هذه الاسئله اللي كنحاولوا نجاوبوا عليها كل نهار. اليوم هو الاخير من هاد لي ويبينار هادو، دوك بقاو لنا جوج، واحد في العشرة وواحد في الجوج، وهذا ديال هذا الصباح غادي نهضروا عليه دابا مع اربعه ديال الضيوف ديالنا. كنهضروا على القطاع ديال الخدمات المقدمه الى الاشخاص، واللي هو قطاع شغل 19000 شخص لحد الان ومازال عليه الطلب كبير وكبير جدا. 43% بالنسبه لي ميزون دونفون اي لي بيرسون زاجي، 23% في لي سونتر دو بيرسون ان سيتواسيون دو هانديكاب، 21% dans les établissements de prise en charge des personnes en difficulté et fragilité sociale. وهذا كيقول لنا الى اي حد كاين خصاص في هذا المجال وكاين قله معرفه وقله اهتمام من طرف الشباب لهذا القطاع اللي غادي نقدموا لكم اليوم، ونحاولوا نثيروا الشغف ديالكم والاهتمام ديالكم به. باش نهضروا عليه معنا السيد رفيق العالمي، ديريكتور du Digital Lab de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Bonjour monsieur العالمي, merci d'être avec nous ce matin. Nous avons également en ligne monsieur Samir Kadar, président du réseau des compétences médicales des Marocains du monde. Bienvenue à vous. Madame Elisabeth Sultan, responsable des services, du service relations internationales à l'Institut d'enseignement supérieur du travail social, l'IESTS de Nice. Bonjour madame. Et finalement, Roxana Boldor, responsable innovation et digitalisation à l'Institut d'enseignement supérieur du travail social. Merci à tous et à toutes d'être avec nous ce matin et de répondre à nos questions. Je vais démarrer avec monsieur Alami et je vais vous demander de nous présenter un petit peu le travail que vous faites à travers votre université et le Digital Lab concernant ce secteur du service à la personne. Je suis à l'université Mohamed VI Polytechnique هذه تقريبا 6 سنوات وكنشتغل على يعني الرقمنه ديال الخدمات اللي كنعطيوها يعني للاشخاص. فانا يعني قبل ما نجي للجامعه كنت اشتغلت في مايكروسوفت لمده تقريبا 20 عام، مده في المغرب واحد 4 سنين، ومن بعد مشيت لامريكا لمده تقريبا 16 عام، وكنت كنخدم على يعني دي برودوي اللي دو غروند يوتيليزاسيون ديال سميتو مثلا بحال دابا اوتلوك اوفيس 365. اي الهدف ديالي هو انني هذا النهار يعني نتكلم شويه على شنو هي يعني لي كومبيتونس اللي كيكونوا ضروريين باش يعني الواحد يتوفق في هذا المجال هذا. Je vais passer tout de suite à monsieur Samir Kadar. Vous aussi, vous travaillez en étroite collaboration avec l'OFPPT pour faire la promotion de ces métiers-là. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, on travaille avec l'OFPPT au sein d'un partenariat quand même assez proche et depuis peu de temps. Mais c'est assez varié en termes de spécificité et du métier, qui est de la santé, de l'enseignement et de l'apport à l'enseignement technique au niveau de la santé. Donc, je me présente, je suis docteur Samir Toutal, je réside en Belgique, je dirige une clinique, je suis directeur et gestionnaire d'une clinique à Bruxelles. Et je sors de l'ULB, de l'Université libre de Bruxelles, et de Sciences Po Paris. Donc, je suis spécialiste en anesthésie et réanimation et en gestion et politique de santé. Donc, voilà. Je peux continuer ou bien... Je vous en prie, bien sûr. J'aimerais en savoir plus sur ce partenariat qui vous lie à l'OFPPT, qui permet de former ces jeunes stagiaires. Voilà, tout à fait. Donc, ce partenariat, comme je viens de dire, il est assez récent. Donc, il est basé sur nos connaissances, en fait, donc au sein de cette troisième. Le réseau cette troisième, c'est un réseau qui a été fondé en 2012. C'est un réseau de compétences médicales des Marocains du monde en termes de santé. Donc, c'est différentes compétences, qu'ils soient des professeurs, des enseignants, des chercheurs dans le domaine de la santé. Donc on est plus de 500, mais كيفاش كيقولوا اللي ما باين مازال كاين. اكثر من اللي كاين. Oui, exactement. Donc il faut donc l'OCDE d'ailleurs, hein, pour la petite histoire, a démontré donc plus de 17%
de par le monde, donc de la communauté marocaine de par le monde, qui sont des hauts diplômés. Et donc, c'est une proportion quand même assez importante par rapport au Maroc, où on est à peine à 8% par rapport à la communauté marocaine résidant au Maroc. Donc, ces compétences sont assez variées dans différentes disciplines. Et en termes de FPPT, on s'est basé tout de suite sur un partenariat en termes donc de certains métiers de la santé, comme les ambulanciers, comme les techniciens, les spécialistes de la stérilisation, comme secrétariat médical qui est assez spécialisé. Et puis petit à petit, donc, on va voir donc, le développement de ce partenariat pour s'attaquer à d'autres métiers de la santé. Parce qu'il faut savoir, et là, la pandémie du coronavirus nous l'a appris, en fait, on le savait, mais on était quand même devant cette preuve ou ce renforcement de cette idée par le coronavirus, c'est que la santé, ce n'est pas seulement l'apanage du ministère de la Santé, du ministère de tutelle. La santé, il faut que tout le monde doit s'y mettre. Ah oui, c'est une question de tout le monde. C'est une question du ministère de l'Intérieur, c'est une question donc des entreprises privées, étatiques. Les différents ministères doivent être intéressés et doivent s'intéresser à la santé. Ça d'une part. D'autre part, sur le plan politique aussi, c'est pas seulement la centrale, Rabat, mais aussi les élus locaux. Tout le monde doit s'y mettre en termes donc de la santé et pour dessiner une politique de santé. Pourquoi? Alors parce que il faut se mettre à l'esprit que au centre de nos préoccupations, il faudrait avoir le patient. Le patient doit rester au centre de nos préoccupations. Et tout le monde doit s'y mettre autour de ce patient, tout le monde doit s'activer. Alors, il y a les médecins, non seulement les médecins, pas seulement les médecins, il y a les infirmiers, il y a les technologues, il y a les chercheurs, il y a les informaticiens. C'est tout un ensemble de métiers qui tournent autour, qui sont satellitaires, qui tournent autour du patient. Et donc, c'est pour ça que j'introduis le sujet, donc c'est comme ça que j'aimerais bien introduire le sujet de la digitalisation. Donc, encore une fois... Et si vous permettez, on va en parler un tout petit peu plus tard, mais je veux d'abord avoir une vision assez globale du secteur, et c'est pour ça que je vais me tourner vers Madame Elisabeth Sultan. Je l'ai dit en introduction, mais en arabe, je disais qu'il y a 19 000 emplois déjà occupés au Maroc, mais qu'il y a une très forte demande, jusqu'à 43% dans certains établissements du secteur. Ces métiers ne sont pas encore assez pourvus au Maroc, et peut-être que c'est par méconnaissance. C'est peut-être pour ça que l'OFEPT se tourne vers des instituts comme les vôtres, l'IESTS de Nice, pour bénéficier de votre expérience. Et on le sait, la France a une histoire et une tradition de l'assistance sociale et de service à la personne qui est assez importante. C'est ce dont on espère bénéficier, j'imagine, Madame Sultan. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je vous parle de Nice, où est situé notre institut d'enseignement supérieur de travail social, qui est spécialisé dans les formations dans le secteur social et médico-social. Donc effectivement, c'est parce que nous avons une expertise aussi au niveau des services à la personne et des services à domicile que l'OFPPT a fait appel à nous via le service de coopération de la GIZ pour en fait les accompagner dans la création de nouvelles filières. Parce qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'au Maroc, comme en Europe, il y a des gros besoins qui montent en flèche au niveau des services à la personne, dans les grandes villes notamment, parce que les familles, tous les membres de la famille travaillent, et lorsqu'il y a un enfant à domicile ou un parent qui a besoin d'être aidé, il faut que quelqu'un soit présent au domicile. Parce qu'au Maroc, il y a aussi un phénomène, comme en Europe, du vieillissement de la population. Donc, des personnes qui vieillissent de plus en plus longtemps, qui vivent de plus en plus longtemps et donc deviennent de plus en plus âgées, mais aussi du coup perdent un peu en autonomie et ont besoin d'avoir quelqu'un à domicile pour être accompagné. Du coup, il était vraiment nécessaire de professionnaliser en fait des métiers qui existent plutôt dans le secteur informel, mais qui vont de plus en plus se développer, notamment dans
dans la branche de l'auto-entrepreneuriat au Maroc et qui nécessite d'avoir vraiment une vraie formation professionnalisante. Donc, ce sont des formations qui permettent un accompagnement au quotidien de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou de jeunes enfants. Voilà. D'autant plus Donc, que jusqu'ici, au Maroc, on reposait énormément sur le cercle familial, mais avec la modernisation de la société et le manque de disponibilité de ces personnes habituellement allouées à ce service, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de professionnaliser ce domaine, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut donner un aperçu des différents métiers qui constituent ce secteur, les plus importants, les plus proéminents? alors au Maroc, on les appelle les auxiliaires de vie sociale avec des spécialités. Donc, spécialité personnes en situation de handicap, petite enfance ou personnes âgées. Donc, avec un tronc commun qui permet de partager des compétences communes d'accompagnement d'une personne en situation de vulnérabilité, ce qui nécessite en amont d'avoir quand même des qualités personnelles avant la professionnalisation qui va donner à la personne des compétences. Il y a quand même sur un plan personnel des prérequis, notamment l'intérêt pour l'autre, l'intérêt pour la personne en situation de vulnérabilité, une capacité d'empathie, une capacité d'écoute, une capacité d'observation. Et toutes ces qualités personnelles-là vont être exploitées pendant la formation pour aboutir à des techniques d'intervention qui sont professionnalisées dans les gestes du quotidien, dans les techniques de communication, dans la prise en charge en fait de la personne par rapport à ses compétences, préserver au maximum son autonomie, lui faire développer des compétences qu'elle peut encore avoir. Et du coup, il y a quand même nécessité de spécialiser chacune de ces filières par rapport aux typologies des différents publics. Donc, vous aurez des auxiliaires de vie sociale spécialisés dans l'accompagnement de la personne âgée, spécialisés dans l'accompagnement de la personne en situation de handicap, spécialisés dans l'accompagnement du jeune enfant. Le jeune enfant, c'est l'enfant qui a quelques mois jusqu'à 7 ans. Le préscolaire, effectivement. Oui. Voilà, préscolaire. Donc c'est des métiers, comme vous l'avez dit, qui demandent beaucoup de prérequis humains et beaucoup de qualités humaines, mais aussi des techniques. Et c'est là que la formation intervient et devient importante. Je me tourne aussi vers Madame Roxana Boldor. Vous allez nous parler un petit peu de l'évolution de ce métier avec les nouvelles technologies et ce qu'elles permettent de développer dans ce secteur, d'autant plus qu'on parle aujourd'hui de digitalisation aussi de ce secteur. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis responsable de l'innovation et de la digitalisation à l'USTS. C'est un nouveau métier aussi, parce que finalement, c'est un secteur qui a beaucoup avancé, surtout depuis la crise sanitaire. Et la digitalisation a impacté beaucoup aussi les secteurs de service à la personne. C'est pour ça qu'on doit développer beaucoup de formations et accompagner les professionnels du terrain, parce que justement, cette crise sanitaire, elle a engendré d'une part un isolement de beaucoup de personnes âgées qui n'avaient plus d'intervenants à domicile et qui ne pouvaient plus être en lien avec leur famille. Et d'autre part, ça a fait exploser toutes les technologies qui ont commencé à être utilisées dans les domaines. Donc, des technologies qui facilitent à la fois un lien entre les personnes âgées vieillissantes, mais aussi qui facilitent les travails finalement dans les secteurs. Donc, on a commencé à développer beaucoup de formations dans ces domaines-là, des formations qui s'adressent aux personnes qui travaillent déjà dans les secteurs, mais aussi pour former des nouveaux intervenants. Parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être on va échanger plus tard, mais effectivement, dans les secteurs, la demande des nouvelles compétences et des nouveaux profils a beaucoup augmenté. Merci Madame Boldor. Monsieur Alami, est-ce que ces nouvelles technologies, cette digitalisation est la réponse ou en tout cas la solution qui pourrait régler ce problème de carence qu'on a en termes de compétences dans ce secteur au Maroc? Ou alors est-ce que ce n'est qu'un support qui pourrait le soutenir, ce secteur? Donc, toute la partie digitalisation, en fait, il faudrait voir ça comme un outil qui peut améliorer la qualité des services et créer des connexions potentielles entre le récepteur du service et le fournisseur du service. Donc, aujourd'hui, pour essayer si quelqu'un a besoin d'un service, vers qui il va se tourner? Donc, il faut qu'il cherche soit à travers des contacts, il cherche à travers
potentiellement des services sociaux, etc. Mais par contre, en 2021, la plupart des gens, le réflexe qu'ils vont avoir, c'est de partir sur le net, essayer de chercher, etc. Et donc, je pense que l'outil digital, ce qu'il pourrait faire, donc il y a un aspect plateforme qui permettrait potentiellement de lister les services, de donner un petit peu des évaluations des qualités de services, etc., qui permettrait aux utilisateurs potentiels de se tourner vers cette plateforme et d'essayer de trouver les personnes adaptées pour ce genre de service. Et donc, la création de ce genre de plateforme est quelque chose qui est important. Un deuxième aspect qui pourrait être intéressant et qu'on voit émaner de manière assez fréquente, c'est le fait de connecter un petit peu les personnes qui ont besoin du service. Donc, si c'est une personne âgée, comment cette personne âgée pourrait potentiellement demander de l'aide instantanée en cas de crise, en cas de problème. Si c'est, par exemple, des enfants, comment est-ce qu'on peut créer un environnement de telle sorte à ce qu'on puisse savoir que ces enfants sont en train d'évoluer correctement pendant la journée. S'ils ont besoin d'aide, on a la possibilité de les aider, etc. Et donc aujourd'hui, avec toute la technologie, l'outil digital, donc on a la possibilité de créer ces ponts, que ce soit entre le demandeur du service et le fournisseur du service, que ce soit en termes de qualité ou bien en termes de disponibilité de service. C'est un petit peu là que tout ce qui est digitalisation joue avec les nouvelles technologies, l'IoT, les senseurs, les télécommunications. Donc, c'est un petit peu l'opportunité qu'il y a aujourd'hui sur laquelle il faudrait capitaliser, essayer de créer ce genre de plateforme et d'outils pour faciliter cette connexion entre les deux. Merci, Monsieur Alami. Monsieur Kadar, je me retourne encore une fois vers vous. Monsieur Alami le disait, c'est un outil. Tout ce que nous offrent les nouvelles technologies, ce sont des outils qui vont permettre d'améliorer le service et de le rendre plus efficace. Cependant, au Maroc, on a encore un grand besoin d'humains. Et ces humains, il faut les former. Quelles sont les qualités et les compétences qui sont recherchées chez ces personnes-là? Madame Sultan parlait tout à l'heure de qualité humaine, mais par ailleurs, il y a aussi des qualités techniques qu'il faut avoir. Merci Sidi. C'est l'Alami, il l'a bien dit et je le remercie. Seulement, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est dans une situation du non-choix. Donc, actuellement, et d'autant plus que la pandémie, je reviens encore une fois, la pandémie Covid, elle nous a appris que notre communication a changé. Nos systèmes de communication ont été développés. Mais pratiquement, il y a un téléchargement des applications d'une manière astronomique. D'ailleurs, notre réunion, elle se fait d'une manière nouvelle et rénovée. Le système de santé n'est pas en reste. Et ça fait déjà un bon moment qu'on travaille sur cela. Et il faut savoir que rien qu'en Belgique, il y a plus de 4 millions d'applications qui ont été téléchargées récemment. Le système de santé a besoin d'innovation, a besoin d'innover. On n'a pas vraiment le choix. Demain, on aura la 5G. Donc, il y a l'enseignement de la pandémie, mais il y a la 5G qui va arriver. Il faut se mettre dans le train. Et ça, d'une part, ça c'est le constat actuel. C'est pour simplifier un petit peu le problème. D'autre part, le Maroc, comme d'autres pays d'ailleurs, on est face à ce qu'on appelle le désert de santé. Donc, le nombre des compétences médicales et tout, c'est concentré sur l'axe Rabat-Casa, peut-être un petit peu Tanger et Marrakech, mais le restant du territoire, les autres provinces, restent quand même assez pauvres en termes de ressources humaines. Et là, encore une fois, la digitalisation, l'apport de la technologie, nos amis informaticiens, programmeurs et tout, ils peuvent nous apporter beaucoup. Et je simplifie le langage pour nos amis et compatriotes, les Khouan dialna les huma FPPT, il s'agit d'un terrain qui est assez porteur, qui est fertile et que ça permet de faire la différence. Et pour aller encore plus loin, je dirais même que pour réduire le gap qu'on a par rapport, en termes de santé, je parle toujours en termes de santé, qu'on a par rapport à d'autres pays développés,
pour réduire ce gap-là en termes de santé et d'offre de la santé, c'est la digitalisation qui va faire cela d'une manière rapide. Donc, c'est très important de prendre ce train-là de développement, d'innover en termes de santé, injecter nos ressources humaines en termes de santé, parce que je ne crois pas qu'on a le choix. Il faut aller vers cela. Les compétences, oui, mais certainement avec l'intelligence artificielle, avec donc l'arrivée de 5G, avec tous les enseignements qu'on a eu en post, donc pendant le Covid, donc on n'aura pas le choix quand même donc de faire le nécessaire. Et nos amis au sein de l'OFPPT, ils doivent être conscients de cela et que ce sont des produits qui sont très porteurs. Même sur le plan, je n'ai pas parlé sur le plan financier, parce que la santé, c'est une entreprise. On vend la santé et on achète la santé. Donc là aussi, c'est important parce qu'on peut bien gagner sa vie aussi, donc si on veut, on peut le dire. Merci, Monsieur Kadar. Madame Sultan, Monsieur Kadar parlait de désert de santé au Maroc. Est-ce que dans cette situation, ces métiers-là sont les derniers maillons d'un lien social? Est-ce que c'est le dernier rempart avant l'absence de quelques soutiens ou assistance que ce soit dans ce genre de situation? Oh, moi, je ne parlerai pas de dernière instance, hein. Je dirais que ce sont des professionnels qui sont complémentaires aux dispositifs existants et qui vont justement permettre de faire le relais entre la personne, notamment qui reste à son domicile, sa famille et tous les professionnels médicaux, paramédicaux et autres aussi, hein, parce que l'accompagnement de la personne, c'est effectivement une personne dépendante a besoin de soins médicaux, mais elle a aussi besoin de liens sociaux, de pouvoir aller faire ses courses. Et du coup, l'auxiliaire de vie sociale va lui être un support, un soutien, une tierce personne qui va lui faciliter la mise en relation. Donc, mise en relation avec l'environnement extérieur, mise en relation avec tous les professionnels du médical, paramédical qui vont s'occuper d'elle. Je vais essayer de rapprocher nos spectateurs, nos jeunes stagiaires qui s'intéressent peut-être à cette formation, du monde ou de la vie d'un auxiliaire de santé ou d'un éducateur en préscolaire, par exemple, ou d'un agent socio-éducatif. Est-ce que vous pourriez nous décrire la journée type de ces personnes-là? À quoi ressemble leur vie quotidienne dans le milieu professionnel? Alors, si on parle du secteur à domicile, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez le cas de figure d'une personne auxiliaire qui va être en fait, qui va travailler régulièrement le matin, l'après-midi, enfin toute la journée au domicile d'une personne sur laquelle elle va veiller au quotidien en l'absence de la famille ou parfois même si quelques membres de la famille sont là mais qu'ils ont besoin d'être relayés dans cette prise en charge au quotidien. Donc, en fait, là, vous avez un seul employeur et une activité dans un seul domicile. Donc, du coup, c'est vraiment un accompagnement de très grande proximité sur un plan relationnel. L'autre cas de figure, c'est que vous avez des personnes à domicile, notamment, c'est souvent le cas des personnes âgées, qui ont besoin d'une auxiliaire de vie sociale, mais à temps partiel, pas tous les jours, pas toute la journée. Donc, du coup, vous avez des aides à domicile qui vont travailler chez plusieurs employeurs, qui vont, du coup, ça nécessite aussi une grande autonomie, une capacité d'organiser son travail, puisqu'il va y avoir des déplacements entre deux lieux d'intervention. Voilà, donc la journée s'organise en fonction des besoins de la personne, de ses besoins au quotidien et en fonction aussi des besoins de la famille qui s'appuient hein, sur l'auxiliaire de vie sociale pour être épaulé dans la prise en charge, la prise, comment dirais-je, le prendre soin non seulement de la personne, mais aussi de son cadre de vie. Hein, parce que s'occuper d'une personne, c'est aussi faire attention qu'elle ait ce qu'il faut pour prendre son petit déjeuner, pour déjeuner, quel est ce qu'il faut aussi quand elle va dans la salle de bain, quel est ce qu'il faut aussi pour s'habiller, quel est ce qu'il faut aussi dans sa chambre, que tout soit bien arrangé, que tout soit propre aussi, c'est important. Donc du coup, la personne, l'auxiliaire de vie va organiser son agenda vraiment de manière assez autonome. Si l'auxiliaire intervient en collectivité, parce que ça peut arriver, là, sa journée va être rythmée en fonction aussi de l'organisation de la collectivité, des temps collectifs qui sont prévus. Elle va travailler aussi dans ce cadre-là en équipe, ce qui est aussi un avantage.
Elle va travailler aussi avec des supérieurs hiérarchiques, ce qui est moins présent ou pas du tout dans le secteur du domicile, où là, vraiment, elle va vraiment organiser son travail avec la famille, avec la personne concernée et avec les différents professionnels qui interviennent auprès du bénéficiaire. Très bien. Madame Bolder nous parlait tout à l'heure de nouveaux métiers et de cette nouvelle vague de digitalisation qui touche ce secteur de l'aide et de service à la personne. Est-ce que vous pourriez nous décrire des situations concrètes dans lesquelles la technologie a peut-être changé ou fait évoluer la façon de faire aujourd'hui de ces services-là? Oui, oui, bien sûr. En fait, ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est que ces nouvelles technologies, elles peuvent énormément faciliter le travail. Et cela a un impact direct sur les services à domicile parce que, par exemple, sur l'organisation des équipes des aides à domicile dans les services qui les proposent, les nouvelles technologies permettent une meilleure communication et une gestion, une centralisation de tous les intervenants du terrain. Par exemple, une personne qui fait une intervention au domicile d'une personne qui se retrouve isolée pendant quelques heures, les nouvelles technologies lui permettent d'être en lien d'un côté avec son responsable, mais elle peut être aussi en lien avec éventuellement d'autres professionnels qui pourraient intervenir. Ça peut être le médecin, ça peut être peut-être un psychologue. Donc, ça facilite beaucoup la transmission des informations, mais néanmoins, il est très important de prendre en compte aussi le fait que même si cette information elle est transmise de manière facile, il y a certains dangers qui font que cette information elle a besoin d'être protégée parce qu'on ne peut pas transmettre n'importe quelle information par n'importe quel canal. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré finalement l'importance de la mise en place des différentes procédures, de la standardisation aussi au sein de ces services qui l'ont mis en place, de la transmission des informations. Concrètement, des nouveaux profils aussi ont commencé à apparaître sur le marché du travail, comme les responsables d'équipe, chargés de projets digital dans des services à la personne, ou bien dans les métiers qui interviennent directement auprès de la personne. On voit par exemple dans des maisons de retraite en France des profils de référente informatique, qui est là à la fois pour garantir comment ça se passe du point de vue éthique, mais qui est là aussi pour accompagner et les équipes et les usagers de ces plateformes. Je voulais aussi rajouter peut-être une chose, parce que j'ai entendu tout à l'heure comme la préoccupation en fait entre les qualités qu'on recherche. C'est vrai que dans ces domaines d'intervention, on recherche les qualités humaines et l'humain, il est surtout au centre des préoccupations de tout le monde. Et il y a une certaine crainte que les digital, il prendra les pas sur l'humain, que les digital finalement, ça s'imposera comme une robotisation dans toutes nos relations interindividuelles. Et cette crainte, elle est d'autant plus importante dans les domaines des services à la personne. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, qu'en prenant en compte toutes les précautions, en fait, le digital, il n'est pas à défaut de l'humain, mais il est aussi pour améliorer quelque chose dans les relations et faciliter les travails entre les uns et les autres et les travails entre les intervenants et leurs bénéficiaires. Donc voilà, je voulais... C'est important de le rappeler, oui. Ouais, c'est important de le rappeler, effectivement. Merci Madame Bolder. Monsieur Alami, est-ce que ces applications concrètes vous semblent aujourd'hui réalisables au Maroc? Est-ce qu'on parle d'un avenir proche ou est-ce qu'on a encore du chemin à faire? Ce genre d'applications sont très, très réalisables au Maroc aujourd'hui. En fait, je pense qu'en termes d'infrastructure, aujourd'hui, le Maroc a fait un pas de géant en avant, donc en termes par exemple, d'infrastructures, de data centers, de stockage, etc. Donc, on a pas mal de data centers de taille nationale. Par exemple, l'UNCISP, donc on vient d'ouvrir un nouveau centre data center en fait, continental qui pourrait héberger plein de services, etc. En termes de connectivité réseau, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important. On a 3 opérateurs qui permettent de connecter pratiquement tous les utilisateurs du Maroc avec la crise du Covid. Donc, on a montré qu'on a aussi la capacité de dispenser certains services gratuitement.
Donc, par exemple, avec le ministère de l'Éducation, donc, on avait pu permettre à tous les étudiants d'accéder gratuitement à leurs cours, etc. Donc, toute l'infrastructure réseau est là. Et puis, la partie la plus importante, c'est un petit peu les capacités humaines de développement. Et là, je pense que les Marocains, les jeunes surtout, ils ont plein d'idées. En fait, il y a une génération digitale aujourd'hui qui est en train de pousser au Maroc et qui ont énormément d'idées. On a vu plein d'applications qui ont été développées pendant la période de Covid pour résoudre certains problèmes de connectivité des gens avec les livraisons, avec des services de proximité, etc. Et donc, cette capacité humaine de développement d'applications mobiles existe. Maintenant, on met ces trois éléments ensemble et on a la possibilité de créer une digitalisation, bien donner du souffle à la digitalisation de ces services aux personnes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est très très bien positionné, il y a énormément d'opportunités. Bien sûr, il faut avoir l'idée, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir la rendre utile. Et c'est là où un petit peu c'est cette expertise de conception, d'empathie avec l'utilisateur final pour essayer de comprendre de quoi ils ont besoin, comment est-ce qu'on peut faciliter l'utilisation de ces outils digitaux, parce que c'est très très bien de créer une application digitale, mais si elle est tellement complexe que personne ne peut l'utiliser, elle ne sert à rien. Donc c'est important d'avoir cette expertise, ce qu'on appelle user experience, c'est l'expérience utilisateur et la conception d'expérience utilisateur. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et si on combine ces éléments, ben, on peut résoudre les problèmes. Mais le Maroc, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, je pense qu'on est très, très bien positionné pour pouvoir faire un impact et potentiellement essayer de résoudre un petit peu le gap qu'il y a. Parce que si on est en train de former ces gens, ces auxiliaires qui vont offrir le service, si on a la capacité d'améliorer leur productivité, entre guillemets, c'est améliorer la qualité de leur service, les connecter avec les utilisateurs rapidement qui ont besoin du service, ben, je pense qu'on peut essayer de minimiser un petit peu l'impact qu'il y a aujourd'hui. Monsieur Alami, avoir les capacités et les personnes qui peuvent les exécuter, c'est formidable, c'est même primordial. Avoir la volonté et sentir une dynamique qui est enclenchée dans ce sens, c'est encore mieux. Est-ce que vous la sentez, cette dynamique? Absolument, absolument. En fait, j'avais mentionné ça, surtout en fait, avec la Covid. Donc, ce qui s'est passé au Maroc est incroyable et dans d'autres pays, en fait, il y a des choses que aujourd'hui, on pensait que c'était impossible. Vous m'auriez posé la question il y a une année et demie, je vous dirais que le fait d'avoir toutes les écoles au Maroc enseignées en ligne est impossible. Aujourd'hui, c'est une possibilité. En fait, juste l'autre jour, par exemple, si jamais demain, il y a un événement qui fait que, par exemple, je ne sais pas, il y a des neiges dans une région, etc., qui va complètement bloquer le trafic, ben aujourd'hui, les écoles n'ont plus besoin d'arrêter, ils peuvent faire des cours en ligne, etc. Pourquoi? Parce que ce qui était impossible hier en termes de digitalisation est aujourd'hui faisable. On a vu énormément d'annonces en termes d'applications, en termes de nouveaux scénarios d'innovation digitale, que ce soit dans le parti médical, que ce soit dans d'autres secteurs, etc. Toute cette dynamique est une réalité et on l'a vu dans les 12 mois derniers, depuis le début du confinement de la Covid et tout. Donc, Finalement, je pense quelque chose, que c'est très malheur est faisable. bon. Absolument. Monsieur Kadar, je me tourne vers vous pour vous demander encore une fois concernant ce réseau C3M, comment est-ce que vous pensez ou comment vous vous positionnez pour rendre toutes ces applications et toutes ces évolutions du secteur de service à la personne réalistes et réalisables au Maroc? Oui, merci. Je me réjouis de ce que j'entends donc par mes collègues, surtout aussi à l'AMI, comme quoi donc on a la capacité et tous les moyens sont là. Donc en fait, on a résolu le problème. Il y a un problème défini, on a la solution, il faut juste une interconnexion. Comme ça a été bien dit, il faut savoir pourquoi, dans quel escient, bon escient, utiliser les applications. Je crois que la transformation digitale actuellement de la santé constitue un effet d'opportunité exceptionnelle et une condition préalable pour améliorer
donc la qualité des soins et du service aux patients. Dans les prochaines années, il sera ainsi nécessaire, voire même primordial, de disposer donc d'un dossier médical numérique. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas au Maroc. Ça, c'est pour répondre en partie, hein, c'est l'ALM. Donc, ça ne sert à rien de tremballer je m'excuse du terme, des dossiers, des papiers un petit peu partout, des archives et ainsi de suite. Tout ça, on peut le concentrer sur une application, une petite carte à puce ou que sais-je. Donc, ce dossier médical ainsi constitué, ça permet non seulement d'éviter ce qu'on appelle le shopping médical, d'aller de droite à gauche et tout, mais ça permet donc de réduire donc les frais des soins de santé. Deuxième chose, c'est d'offrir aux professionnels des outils digitaux d'aide à la décision. Donc là, en constituant une base de données, on peut avoir facilement une bonne gestion du risque et une bonne qualité in fine de soins. Donc ça, c'est très important. En se basant sur les technologies d'intelligence artificielle, notamment en matière d'évaluation des risques, du diagnostic, etc. Il y a beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Le troisième point, c'est de développer l'usage des technologies en matière de prévention et de suivi des maladies chroniques. Il y a nos collègues, je crois, Elisabeth et Roxana ont parlé de cela. Donc, les personnes âgées, pour l'accompagner, c'est très important d'avoir une application où la technologie utilisée, donc et mettre à disposition la technologie nouvelle. Donc, on peut le surveiller à distance. On peut faire une géolocalisation. Donc, les malades mentaux, la maladie d'Alzheimer, et j'en passe. Les maladies chroniques telles que l'insuffisance rénale chronique terminale, les dialysés, on peut les dialyser, au lieu de venir à l'hôpital, on peut les dialyser chez eux. Et on peut faire une surveillance à distance de leur état, mais vraiment d'une manière assez précise. Et on peut envoyer le professionnel spécialiste qu'au moment où il y a un problème, voilà, alors qu'un technicien peut assurer la surveillance sur place ou une aide-soignante, etc. Donc les exemples sont nombreux. Le quatrième point, c'est d'équiper les lieux de soins, en tête duquel il y a des hôpitaux, des outils de communication multimédia, donc unifiés et intégrés, y compris avec les objets connectés. Ça permet la déperdition des données, ça permet donc d'éviter la déperdition des données, de la concentration d'informations, d'éviter les erreurs. L'erreur médicale, elle existe, et faire un suivi, une évaluation des statistiques et ainsi de suite. Et Dieu sait combien on a besoin de ces statistiques. Le cinquième et dernier point, c'est d'utiliser les potentialités offertes par le numérique et les outils de stimulation en matière de formation initiale, mais aussi continue. Généralement, on oublie ce terme-là en termes de santé, ce domaine-là donc en termes de santé, c'est la formation continue. Et le digital peut apporter beaucoup. On peut assurer une formation à domicile, à minuit ou un dimanche sans aucun problème. Voilà, je vous rends la parole, merci. Merci beaucoup. Madame Boldor, on a parlé des réalités permises par les nouvelles technologies aujourd'hui. Et si on se tournait un petit peu plus vers le futur et qu'on imaginait ce qui arrive encore dans ce secteur, ce qui est encore à faire, surtout à l'aune de ce qu'on vient de vivre, de cette crise Covid, de ce qu'elle nous a appris et ce qu'elle nous a montré qu'il était désormais possible. Comment imaginez-vous demain dans ce secteur ? Alors, j'imagine beaucoup de choses pour demain déjà. J'imagine en fait un secteur qui évolue beaucoup, d'une part parce qu'il y a toutes les nouvelles technologies, mais d'autre part aussi parce que disait ma collègue Elisabeth, c'est le vieillissement de la population. Et en fait, avec d'autres besoins, quand on regarde les statistiques, les prévisions de l'INSEE ou même les prévisions mondiales, on s'est rendu compte que finalement, la population des seniors, elle va grandir beaucoup les prochaines années. Donc, je pense qu'il y a des domaines qui vont se développer beaucoup, tous les domaines de la domotique, des objets connectés. Il y aura beaucoup de transformations, mais qui vont pas forcément
exclure l'humain de ces interventions. On a vu beaucoup d'expérimentations, par exemple dans des maisons des retraites avec des robots intelligents qui parlaient. Bon, il y a eu des expérimentations en France, mais aussi beaucoup au Japon, qui montrent que finalement, ces robots-là, il va avoir peut-être un impact positif pour les personnes âgées si l'expérience utilisateur est travaillée et s'il y a un humain derrière, finalement, qui va accompagner les processus de production, mais aussi les interactions entre la machine et les personnes. Je pense que les nouvelles technologies vont nous aider à travailler beaucoup mieux et aussi de travailler peut-être un peu plus différemment. On voit qu'il y a beaucoup de changements aussi dans la manière de prendre des décisions. Aujourd'hui, quand on parle du travail en équipe dans les secteurs du service à domicile, on est sur des remontées, des descentes d'informations qui se font très, très, très rapidement. Donc, ça permet à accélérer, ça permet à améliorer aussi la qualité des produits. Ça standardise aussi finalement les services qu'on peut proposer. Donc, d'une part, par rapport à tout ce qui est possible aujourd'hui, mais d'autre part aussi par les changements de notre population mondiale. Je pense que dans les prochaines 2-3 ans, tout va changer. Effectivement, la crise sanitaire a accéléré. La crise sanitaire nous a appris qu'on peut faire de la formation à distance, qu'on peut faire de la formation. Aujourd'hui, on voit aussi, par exemple, dans les domaines de la formation en 3D, les développements de beaucoup d'applications. Et avec la 5G qui va arriver, les mondes vont beaucoup s'accélérer. C'est un futur brillant qui attend ces jeunes stagiaires et je le rappelle, nous prévoyons une élévation de la demande des prestations familiales et à domicile autour de 70% d'ici 2024. Donc ce secteur est en pleine croissance au Maroc, il faut absolument l'envisager pour son futur. Je termine avec Madame Elisabeth Sultan. Je vais vous demander de donner quelques mots, quelques conseils, quelques mots de sagesse à ces jeunes qui nous regardent et qui envisagent ce secteur. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil ? Écoutez, de travailler avec passion, parce qu'effectivement, dans la relation humaine, l'implication personnelle est importante, mais néanmoins, ne jamais oublier qu'il s'agit d'un métier, qu'il ne faut pas non plus tout confondre, et justement, d'où l'utilité vraiment de passer par un parcours de formation professionnelle de manière à bien travailler la posture professionnelle. La personne que l'on accompagne, et c'est tout le paradoxe et la difficulté du métier, même si on est très proche sur un plan relationnel, sur un plan de proximité physique du fait de la dépendance et sur un plan émotionnel, il y a une nécessité de garder quand même une certaine distance et cette nécessité, elle se forge à travers le processus de professionnalisation en centre de formation, mais aussi parce que, et ça c'est à créer, au Maroc par des associations de professionnels qui se rencontrent et qui échangent au niveau de leurs pratiques. Merci infiniment Madame Elisabeth Sultan, merci à Roxana Boldor, merci à Rafiq Alami et merci à Samir Qadda d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci. Je rappellerai à nos stagiaires, à nos bacheliers que les formations dispensées par l'OFEPT sont assez différentes entre celles de technicien spécialisé, éducateur spécialisé en petite enfance, le technicien aide éducateur en préscolaire ou agent socio-éducatif, ou alors une formation qualifiante vers l'éducateur spécialisé en préscolaire. C'est des informations que vous retrouverez sur prodays.ma. Merci de nous avoir suivis. Toutes les questions, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo pour avoir toutes les réponses des professionnels de l'OFEPT. Merci et à tout à l'heure.